Merci. C'est toujours dans la même problématique. Le stewardship antibiotique chez nous, hein, c'est exactement la suite de ce qu'on vient de dire. Alors, à l'ère des BMR, quel antimicrobial stewardship chez nous? Alors, quand on dit chez nous, c'est Maroc, mais c'est aussi tous les pays en développement qui ont pour principaux moyens les femmes et les hommes qui travaillent, beaucoup plus que les autres moyens. Alors c'est donc très très important. Alors stewardship, c'est un mot anglais qui veut dire régence, tout simplement, ou intendance. On peut l'expliquer aussi par tout ce qui gère des situations complexes, tout simplement. Et si on ajoute antibiotique dans stewardship, alors c'est beaucoup plus qu'un conseil antibiotique. On peut le définir par le bon usage des antibiotiques, la police antibiotique. Alors police dans le sens qui vous veut du bien, pas le type de police dans nos pays. Alors il y a énormément d'interventions pour cette antimicrobial stewardship. Et ces interventions doivent avoir pour but d'améliorer la prescription des antibiotiques. C'est ça l'antimicrobial stewardship. Alors, il y a énormément d'interventions possibles. Cette revue de la littérature qui est récente, qui a énuméré tout ce qu'on peut faire en termes d'antimicrobial stewardship, nous, on ne va pas tout voir. On va voir les actions qui sont d'abord réalisables chez nous, dans notre contexte, premièrement. Et deuxièmement, celles qui sont les plus utiles. Alors, les plus utiles, ça sous-entend au fait les actions où il y a des données dans la littérature. Est-ce que telle action améliore le pronostic de nos patients? Donc, c'est essentiellement ce qu'on va voir. Alors, première action qu'on peut discuter un petit peu, ça a été déjà discuté tout à l'heure, c'est avoir un guide local ou national d'antibiothérapie comme référentiel pour démarrer les antibiotiques et mettre une antibiothérapie probabiliste selon ce guide local. Alors, est-ce que cette intervention stewardship des antibiotiques a un effet sur l'évolution de nos patients? Clairement, oui. Vous avez 35% de mortalité de moins. Alors, lorsque vous faites ça, lorsque vous avez un guide local ou un guide national et que vous appliquez ce qui est dans le guide, vous avez une baisse de 35% de mortalité que si vous n'aviez pas de guide et que vous ne suiviez pas les recommandations du guide local. Alors, qu'en est-il chez nous? Nous avons des guides locaux dans la plupart de nos CHU. Le problème, c'est qu'on n'évalue pas ces guides. Et ça fait partie de l'antimicrobial stewardship. Quand vous avez quelque chose, vous devez l'évaluer et vous devez faire le feedback de ce que vous évaluez à tous les gens qui travaillent. Alors, où est rare cette évaluation? Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'on ne diffuse pas, lorsqu'on a un guide local, on ne le diffuse pas assez, ni dans nos hôpitaux, ni en dehors des CHU. Donc il faut faire des efforts à ce niveau-là. Ensuite, on n'a pas de guide national. On a des guides locaux, on n'a pas de guide national. Alors, nos partenaires nous aident beaucoup pour qu'il y ait un guide national. Donc, on est en train d'y travailler. Et en Algérie, ça, je l'ai appris il y a quelques mois, en Algérie, il y a un guide national. C'est super, ça m'a fait énormément plaisir de savoir que nos voisins ont un guide national et qui travaillent, qui le mettent à jour assez régulièrement. Alors, ça, c'est la seule étude que j'ai trouvée qui évalue les pratiques antibiotiques selon un guide local. C'est fait à Vicenne à Rabat. Alors c'est une étude qui a évalué la prescription d'antibiothérapie probabiliste des infections communautaires des patients hospitalisés aux urgences, hospitalisés, pas qui consultent, donc qui ont des infections sérieuses, par rapport au référentiel qui existe déjà à Vicenne depuis 10 ou 15 ans déjà. Alors, on en est à la 3e édition. Alors, ce qu'a montré cette étude, que l'antibiothérapie initiale, il est inapproprié dans 57% des cas, ça fait quand même beaucoup, et que le tiers des patients prescrits, ils sont prescrits par une antibiothérapie inappropriée majeure. Majeure, ça veut dire que soit ce n'est pas du tout indiqué, soit c'est indiqué et qu'on utilise la mauvaise molécule. Donc, on utilise très mal notre antibiotique. Ça devrait pousser à améliorer encore plus les choses.
Alors, autre manière ou autre intervention d'anti-stewardship, ce sont les prélèvements. Alors, tout le stewardship, toutes les interventions de stewardship, c'est du basique, hein. C'est pas la lune. C'est du basique, mais c'est du basique qui n'est pas appliqué. C'est ça le problème. Alors, si on prend les prélèvements qu'il faut faire avant de mettre une antibiothérapie, hémoculture ou prélèvement du site, et qu'on fasse une désescalade thérapeutique selon les résultats des prélèvements, est-ce qu'il y a des données sur ça? Eh bien, le fait de désescalader sur des prélèvements qu'on a fait diminue de 66% la mortalité des gens. C'est une méta-analyse, donc c'est beaucoup d'études, beaucoup d'essais cliniques là-dedans. Alors ça, c'est très très provoquant parce que théoriquement, quand on désescalade, le meilleur qu'on peut espérer, c'est avoir une même mortalité. Donc on rétrécit le spectre, on ne devrait pas s'attendre à une amélioration de la survie. C'est ce qui est provoquant. Donc on peut évoquer éventuellement le fait que si on diminue le spectre des antibiotiques qu'on utilise, eh bien on est peut-être moins toxique. Peut-être si on développe une infection nosocomiale, ce sera une infection nosocomiale à germe sensible, et dans ce cas, on a plus de chances d'avoir une antibiothérapie appropriée précoce, etc. Donc il y a beaucoup d'explications qui sont avancées de cette baisse importante de la mortalité sur la désescalade après les prélèvements. Alors la désescalade ne veut pas dire uniquement rétrécir le spectre, elle peut aussi vouloir dire stopper l'antibiothérapie lorsqu'il n'y a pas assez d'éléments. Lorsqu'on fait des prélèvements, on a un tableau clinique et puis les prélèvements reviennent négatifs, le tableau clinique n'est pas sûr d'infection, on n'est pas du tout convaincu que c'est une infection et que c'est appuyé par des prélèvements négatifs, la désescalade inclut d'arrêter l'antibiothérapie. Est-ce qu'il y a un effet sur ça? Le fait d'arrêter nous fait peur. Surtout chez un malade qui paraît grave, ça nous fait vraiment peur d'arrêter. On va se dire que c'est peut-être infecté, on va le tuer. Eh bien, il est démontré que c'est faux. Il est démontré que si vous arrêtez votre antibiotique parce que vous n'avez pas assez d'éléments après les prélèvements qui vous disent, écoutez, c'est pas une infection que vous êtes en train de traiter, si vous stoppez l'antibiothérapie, vous avez exactement la même évolution. Il faut avoir le courage de le faire. Première donnée sur l'arrêt de l'antibiothérapie. Deuxième donnée, c'est que bien évidemment la durée de séjour a diminué. Diminue lorsque vous faites ça, et enfin, bien évidemment, la prévalence des germes résistants diminue aussi. Je dois voir la caméra, ok. Ok, donc on peut faire des bundles, c'est-à-dire un ensemble de mesures. Et on peut faire tout ça en même temps. Alors, les bundles, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, première chose importante pour les bundles, c'est que c'est pas compliqué. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les bundles, c'est vraiment du basique, hein. C'est désescalader, faire des prélèvements, avoir un guide local, tout ça, c'est des trucs basiques. Et faire ça ensemble, c'est faire des choses basiques, tout simplement en même temps. Le problème, c'est de les implémenter. Le problème, c'est de les mettre en œuvre. C'est ça le souci. Donc, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, si on fait des bundles, eh bien, il y a énormément d'études. Je vous donne cet exemple de bactériémie à staphylocoque. C'est des gens qui se réunissent. C'est un hôpital, hein, c'est un service. Hein. C'est des gens qui se réunissent, qui se disent, dès qu'on a une bactériémie à staphylocoque, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est une étude type avant-après. Avant, qu'est-ce qui se passait? Quelle était l'évolution de nos patients? Et après avoir mis en place le bundle, qu'est-ce qui se passe? Ce bundle pour les bactériémies à staphylocoque, il a comporté le fait de suivre l'hémoculture. Les microbiologistes sont incontournables. Ce sont vraiment des partenaires, des collègues, en plus d'être des amis, qui sont indispensables dans le stewardship. Alors, suivre l'hémoculture, c'est une première intervention du bundle pour ces bactéries, pour cette étude et ces bactéries à staphylocoque. Le deuxième, c'est bien évidemment contrôler la source.
Vous voyez que c'est du basique. Quand on a une bactériémie sur KT, ben, il faut enlever le KT. La troisième, c'est faire une échocardiographie systématiquement au moindre doute d'une endocardite. Troisième, c'est mettre une PNI-M et pas mettre une glycopeptide lorsqu'on a un Staphylococcus métiès. Vous savez que la mortalité des bactéries à staph métiès est beaucoup plus élevée si vous mettez les glycopeptides plutôt qu'une PNI-M. Si vous mettez de la vancomycine, vous la dosez. Et enfin, on se met d'accord sur la durée du traitement. Alors si on se met d'accord sur ce bundle, voilà ce qu'on obtient. Vous avez une mortalité diminuée de moitié à 14 jours et une mortalité diminuée de 40% à 30 jours. Vous voyez, c'est du basique, c'est du rien du tout, mais ça sauve les malades. Alors, n'oubliez pas qu'il y a des bundles préventifs aussi. On peut faire des bundles préventifs dans nos pays où il y a très peu de moyens. Alors, je vous donne... alors ça, c'est un consortium international de lutte contre l'infection nosocomiale qui englobe quasiment une centaine de pays en développement et qui fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'études dans ce sens-là. Alors, je vous donne une de ces publications. Ça, c'est un bundle pour prévenir les bactériémies sur KT veineux centraux. Ah ben, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? C'est très très simple. On se met d'accord de faire une hygiène des mains correcte quand on manipule le KT. On se met d'accord que chaque jour, on va se poser la question, est-ce que le KT est indispensable? Est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on l'enlève? Et on met des pansements transparents. Bah, rien qu'en faisant ça, vous avez une baisse très très importante des bactéries liées au cathéter. On peut prendre la chose pour les pneumonies nosocomiales qui posent énormément un problème dans nos pays. Alors là aussi, c'est très très simple. Hein. C'est des pays en développement, ça. Alors, c'est exactement la même chose. Vous avez une baisse très très importante de la densité d'incidence des pneumonies nosocomiales. Donc c'est des choses qu'on peut très très bien faire. Alors autre intervention, si Félénie on a parlé, donc la baisse de la durée de l'antibiothérapie. Il faut le faire, il ne faut plus mettre 10 jours, 15 jours, c'est des trucs débiles ça maintenant, donc il ne faut pas faire ça. Alors si on prend les péritonites post-opératoires, hein, péritonites post-opératoires chez des malades en majorité choqués, bah, que vous mettez 8 jours ou 15 jours, bah, ça va très très bien, 8 jours ou 15 jours, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien de mettre 15 jours dans les péritonites post-opératoires, à condition que le patient soit bien opéré, bien évidemment. Alors vous avez la même chose pour les pneumonies nosocomiales. Alors pneumonie nosocomiale c'est 7 jours. Et vous avez des recommandations de la SPILF, enfin des propositions de raccourcissement de la durée de l'antibiothérapie de la Société française de pathologie infectieuse, qui a pris tous les essais cliniques et qui a trouvé que quasiment toutes les infections, on peut très bien raccourcir la durée d'antibiothérapie. Alors la liste d'antibiotiques restreints, alors ça on l'a dans notre CHU ici à Rabat. Le prescripteur ne peut pas avoir accès à certains antibiotiques à large spectre s'il ne passe pas par l'approbation d'un référent. Il ne peut pas. La pharmacie ne lui donne pas s'il n'y a pas le cachet d'une dizaine de référents dans l'hôpital. Alors si vous faites ça, bien évidemment, vous allez consommer moins d'antibiotiques à large spectre. Cela veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de prescriptions où il n'y a pas d'indication de ces antibiotiques. Et dangereux de les mettre. Et il suffit de se mettre d'accord avec l'administration de l'hôpital, avec les comités de l'hôpital, pour que certains antibiotiques ne sortent pas comme ça. Ensuite, bien évidemment, vous diminuez les résistances. Hein. Tout ça, c'est des choses prouvées. Alors maintenant, il y a une stratégie, je vais terminer par ça. Comment faire ce truc de stewardship? Alors il y a quand même une stratégie, c'est des choses simples, mais très difficiles à appliquer et très difficiles à mettre en œuvre. Alors comment faire pour que ça marche? Première chose, il faut qu'il y ait des leaders d'opinion qui se réunissent, qui veulent tous faire la même chose. 3 à 4 personnes sont largement suffisantes. Ils se réunissent, ils disent voilà ce qu'on va faire, ils prennent une seule intervention. Ne mettez pas plusieurs interventions en même temps, ça ne va pas marcher. Vous prenez, je ne sais pas moi, on a une bactériémie par exemple, on a une infection urinaire sur sonde, voilà ce qu'il faut faire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que ça soit écrit. Et il faut l'écrire. Une page, pas plus. Il faut l'écrire
Troisième chose, il faut le diffuser. Il faut sensibiliser, diffuser. Faites des réunions, dites voilà ce qu'on va faire, et il faut le diffuser. Quatrième chose, il faut rappeler toute la problématique du stewardship, c'est le comportement humain. C'est pas autre chose que ça. Il n'y a pas plus difficile que changer un comportement humain. Il faut beaucoup d'efforts pour ça. Ok? Et dernière chose, ça on en a parlé au début, il faut faire une audit et faire un feedback. Voilà, alors pour conclure, stewardship, si on prend que les essais cliniques, il n'y a que des effets positifs du stewardship. Ça améliore les pratiques, ça diminue la durée de l'antibiothérapie, ça diminue la durée de séjour, ça diminue la mortalité, et au pire des cas, ça n'augmente pas la mortalité. Si on prend certaines interventions, comme une liste restrictive d'antibiotiques, on peut se dire « Ah, attention, ça va augmenter la mortalité ». Démontrer que ça n'augmente pas la mortalité. Donc soit ça diminue la mortalité pour certaines interventions, soit ça n'augmente pas la mortalité. Et puis, si vous voulez stewardship, il faut vouloir le faire. Si vous ne voulez pas le faire, ça ne marchera pas. Et merci de votre attention. Merci, professeur Medani, pour cette présentation très très intéressante et cette mise au point sur l'importance de l'utilisation correcte des antibiotiques. Vous savez très bien que dans notre lutte contre l'antibiorésistance, la mise en place d'une politique de prescription des antibiotiques dans nos structures hospitalières s'avère indispensable et urgente dans notre contexte, non seulement pour traiter efficacement le patient, mais aussi pour prévenir l'émergence de la résistance et la dissémination des germes multirésistants. Et donc c'est vraiment très important d'avoir cette culture de mettre en place cette politique de prescription des antibiotiques. Alors nous avons une question. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers une obligation légale de ces processus ? Alors, l'obligation légale est très difficile à obtenir. Par contre, l'obligation légale doit venir de intramuros, doit être intramuros. Alors, je donne l'exemple simple de la restriction de l'accès à certains antibiotiques à Avicenne, dans le CHU où je travaille. On pensait qu'on ne pourrait pas le faire, parce qu'il y a un chirurgien qui va vous dire, un chirurgien ou un autre chirurgien, ou un non-chirurgien, qui va vous dire, il va taper sur la tête, comment ça, je ne peux pas avoir cet antibiotique. Alors, le truc est très très simple. On a institutionnalisé la chose en intramuros. On a pris l'administration, on leur a dit, écoutez, voilà le problème. Elle nous a donné, elle a donné aux comités qui sont légaux, ces comités-là, qui sont institutionnels, comité de médicaments, le CLIN, elle a donné autorité à faire cette restriction. Elle a fait, on a bien sûr la pharmacie qui travaille avec nous. Et on a institutionnalisé la chose intramuros. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui dit non, moi je veux cet antibiotique, il tape même sur la porte du directeur de l'hôpital, il lui dit écoute, tu vas voir le comité. Il va vers le comité, on le convainc. On lui dit voilà, écoute, non, c'est pas comme ça. Toi, tu es chirurgien, tu opères, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis infectiologue, donc travaillons ensemble. Et ça marche très très bien. Je sais que c'est uniquement à Avicenne qu'il y a ça dans nos CHU du Maroc. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de liste restrictive dans tous nos CHU. C'est pas normal. Merci. Alors, concernant tout à l'heure, vous avez parlé de la désescalade thérapeutique. Et on sait très bien qu'en réanimation, vous n'avez pas trop le choix. Vous démarrez souvent en empirique par des antibiotiques à très large spectre. Alors, qu'en est-il par rapport à la désescalade thérapeutique dans notre contexte, dans votre pratique quotidienne, sachant qu'il est vraiment inutile d'exercer une pression de sélection inutilement chez le patient? Est-ce que vous arrivez quand même à désescalader vers des antibiotiques à spectre plus étroit? Filali, on a parlé tout à l'heure, la désescalade, comme toutes les interventions du stewardship, c'est une question de volonté personnelle. Hein. C'est une question de volonté service par service, hôpital par hôpital. Bien sûr qu'on le fait, bien évidemment qu'on le fait. D'accord? Personnellement, je le fais. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais ça doit rentrer dans le stewardship, c'est-à-dire en respectant la stratégie pour que tout le monde le fasse. C'est-à-dire on se réunit, on écrit, on met, etc., on audite, etc. Donc ça demande beaucoup d'efforts pour que ça soit appliqué à large échelle. Mais bien évidemment qu'on fait la désescalade. On fait la désescalade dans les deux sens. Dans le sens diminuer le spectre, dans le sens d'arrêter les antibiotiques. On fait les prélèvements. On fait en sorte que l'acheminement soit très rapide aussi, c'est très important, parce que ça devient négatif si vous n'acheminez pas, et si c'est pas rapidement techniqué, tu es bien placé pour le savoir.
Eh bien, quand on a tout négatif et que le tableau, après, on revoit un petit peu des données qu'on n'avait pas, bah, écoutez, on arrête l'antibiothérapie, ça marche très bien, on remet en cause notre diagnostic. C'est peut-être pour ça aussi que la désescalade diminue la mortalité, parce qu'on se pose toujours des questions et on se trompait de diagnostic au début. On se dit que c'est une infection, c'est pas une infection, qu'on ne traitait pas, c'est ce qui n'est pas, on le traitait pas, je sais pas moi, une insuffisance surrénale, je ne sais rien. Ok. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la désescalade diminue la mortalité. Sachant que tout à l'heure, vous avez parlé des guides d'antibiotiques, oui. que vous avez mis en place des protocoles d'antibiothérapie, mais ce qui est important aussi, c'est évaluer l'impact. Est-ce que vous avez pu évaluer l'impact sur la prescription et l'impact microbiologique? Alors ça, on l'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait, c'est juste une évaluation de la prescription elle-même, juste pour avoir une photographie de ce qui se passe. Mais c'est l'étape après. Il y a une question. Question justement d'un médecin de Tienrir. Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt de la télémédecine dans la prescription des antibiotiques? La télémédecine, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui doit être généralisé dans notre pays. Donc il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Ça doit absolument être fait. Alors il n'y a pas que des CHU, il n'y a pas que des enseignants, il n'y a pas que des experts dans tout notre pays, comme notre pays, donc comme dans les autres pays. La télémédecine, bien évidemment, va aider à mieux prescrire des antibiotiques. Il y a aussi des sites reconnus, des sites internet reconnus sur l'antibiothérapie, donc où on peut avoir des réponses rapidement par un expert qui lit un petit peu le cas clinique. Medani, par rapport, est-ce qu'il y a une ébauche de cette stratégie de stewardship dans avec tous ces points, ces aspects? C'est juste un début d'expérience. Oui, ça va motiver tout le monde pour suivre. Bon, on y travaille depuis longtemps. Donc je vous ai montré le guide. Le guide, ça fait, c'est aussi effectivement, c'est Aboukal qui ont établi le guide il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, je crois. Hein. Donc le guide est là. Alors il y a des insuffisances. L'évaluation du guide a été faite, je vous l'ai montré. La restriction des listes d'antibiotiques, elle existe chez nous. Hein. Donc ça c'est clairement appliqué. Hein. Quelqu'un qui demande, je sais pas moi, de l'imipénem, il l'aura pas. Hein. Il l'aura pas s'il passe pas par quelqu'un. Il l'aura pas. Il peut pas l'avoir. C'est clair et net. Ok. Donc clairement oui. On fait du stewardship antibiotique à Avicenne, clairement. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? C'est jamais suffisant ces choses. Il faut beaucoup de gens. Il faut qu'il y ait une volonté de la part de beaucoup de gens. Donc il faut pas, c'est pas 2 ou 3 personnes qui peuvent faire ça. Il faut 5, 6, 7 personnes et il faut beaucoup de pugnacité. Il faut tenir le coup. Il y a une évaluation qui a été faite juste après cette... Il y a l'évaluation du guide local, oui. Il y a une évaluation du guide local.